Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les dialogues de l'ENS à Nantes, cycle de conférences porté par l'École d'architecture de Nantes et que nous inaugurons aujourd'hui. Chaque mercredi, pendant 3 semaines, 2 intervenants et intervenantes débattent sous la forme du dialogue d'une question qui anime le milieu de l'architecture. Ce cycle est composé de 3 rencontres. La première rencontre, qui réunit aujourd'hui Stéphanie Dadour et Léopold Lambert, s'intitule « Des histoires de bonnes femmes, normes, corps, féminisme ». La deuxième rencontre, qui réunira Mathieu Mercuriali et Augustin Rosenstiel, s'intitule « Le vivant en architecture, agriculture et infrastructure ». Elle interrogera les modalités de cohabitation entre humains et non-humains et la manière dont on peut ménager dans les projets urbains la faune et la flore. Cette rencontre se tiendra mercredi prochain, le 2 juin à 18 h. Enfin, la troisième et dernière rencontre de ce cycle réunira Sophie Delay et Suzanne Eliasson. Elle questionnera le territoire de l'habitation. Elle s'intitule « Penser la fluidité dans l'espace habité » et se tiendra dans 2 semaines, mercredi 9 juin à 18 h. Ce cycle et les 3 rencontres qui le composent s'articulent en premier lieu autour d'un format, le dialogue. Par le dialogue, il s'agit d'entourer un sujet, de rendre saillantes ses lignes de force et d'identifier les controverses qu'il mobilise. Stéphanie Dadour, bonjour. Vous êtes docteur en architecture, chercheuse au laboratoire ACS, maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et cofondatrice de Dadour Depoux Architecture. Dans les travaux que vous menez, vous explorez les rapports de pouvoir dans l'espace. Vous avez participé ou dirigé à plusieurs publications, notamment le dernier numéro de la revue Malaquais intitulé « Des féminismes en architecture ». Léopold Lambert, bonjour. Vous êtes architecte, fondateur et rédacteur en chef de la revue The Funambuliste. Vos travaux questionnent la politique de l'environnement bâti. Vous avez publié plusieurs ouvrages et notamment récemment État d'urgence, une histoire spatiale du continuum colonial français aux éditions Premier Matin de Novembre. Des histoires de bonnes femmes. C'est la phrase prononcée dans une réunion quand a été évoquée la question du nombre de toilettes pour femmes dans l'espace public. Des histoires de bonnes femmes. Cette anecdote, elle représente assez bien la place que l'on accorde ou non dans la ville et dans l'architecture aux femmes, aux personnes non valides, aux enfants et à tous les corps qui dérogent au modèle dominant. Pour aborder cette question, Stéphanie Dadour et Léopold Lambert vont, dans un premier temps, nous apporter une matière à débat dans 2 courtes présentations à partir desquelles vous allez échanger. Stéphanie, Léopold, merci d'être avec nous. Stéphanie, la parole est à vous. Merci Léa, merci pour cette invitation, nous donner droit à la parole, au débat. Donc voilà, je vais commencer à présenter les quelques idées que je suis en train de construire présentement autour de ces histoires de bonnes femmes. Et je commencerai donc par cet ouvrage, donc Dans une chambre à soi, qui est un ouvrage paru en 1931 de Virginia Woolf, qui revient sur l'importance pour une femme, en plus de l'indépendance financière, de jouir d'un lieu à soi. Donc l'autrice ici, Virginia, en insistant sur ces 2 points, elle parvient à subvertir une inégalité sociale due à son anatomie, sa situation, être romancière et femme. Mais en réalité, et plus on avance dans la lecture de cet essai manifeste, la chambre à soi n'est pas tant et uniquement un lieu. Dans cet élan d'appropriation d'un espace, il y a en réalité la conquête d'un lieu et d'un temps, à l'écart du cadre familial normatif. Ah oui, d'accord, ça y est, merci. Merci. Il s'agit pour la romancière de se forger, de construire, dirons-nous, une langue, une pensée qui lui soit propre. C'est le lieu d'une possible subjectivation, un point de départ d'une prise de conscience, d'une réflexion à l'abri du formatage de la société. Un formatage que l'on dirait aujourd'hui, ou en tout cas que je considère, moi, dans le cadre de mes travaux, de genré, c'est-à-dire qui différencie des rôles qui sont déterminés socialement et considérés comme appropriés soit pour les hommes, soit pour les femmes. Slide prochaine. Plus récemment, en 2020, dans Le génie lesbien, lorsqu'Alice Coffin, l'autrice, dit, et là je la cite, « Ne plus vouloir lire de livres écrits par les hommes, regarder de films réalisés par des hommes ou écouter de musique composée par des hommes, c'est dire choc. » Donc, dans les médias français, voilà, on est revenu sur cette polémique en extrayant cette phrase-là de l'ouvrage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 100 ans d'écart, et en s'inscrivant dans des contextes très différents, ces 2 textes reviennent à dire plus ou moins la même chose, qu'il est nécessaire de prendre de la distance critique, pour penser au-delà du référent homme.
Et dans les deux cas, il y a souhait de s'extraire du monde construit. Et c'est là où ça peut nous intéresser. Pour tenter tant que possible de s'écarter de ce référent, de se mettre à distance des critères qu'on nous a transmis pour juger, et ainsi parvenir à penser par soi-même. Ce sont en effet deux femmes avec des vécus très différents qui nous proposent de prendre distance vis-à-vis du monde social et de ses normes. Elles proposent toutes deux de trouver les moyens de s'extraire du monde pour procurer un espace de libre création aux femmes et par extension à d'autres sujets dits minoritaires. Dans ces deux récits, on trouve comme... Voilà. Dans ces deux récits, on retrouve, comme on le voit dans la prochaine slide, ce qui constitue un des socles du féminisme, le privé et politique. Donc les questions privées sont politiques, elles ne sont pas intimes, cachées, ce sont des questions politiques. Mais qu'est-ce que ces histoires de bonnes femmes, de Virginia, d'Alice, petites histoires parmi tant d'autres, peuvent nous faire en tant qu'architectes? Dans quelle mesure peuvent-elles nous permettre d'interroger notre pratique? Je vous propose des allers-retours entre projet, théorie, réflexion, notamment réflexion d'architecte, pour tenter d'interroger cette possibilité de remettre en question le référent, ici le référent masculin. Alors que dans nos écoles et nos agences, nos méthodes de travail sont basées sur une culture historique, mais aussi une culture historicisée selon des méthodes bien précises, sur un bagage théorique, sur des références, sur des canons, quoi faire? Notre discipline, par définition, elle est définie, elle est bâtie, construite sur un existant. Donc, Griselda Pollock nous rappelle que le terme canon, ici, provient du grec ancien, canon, qui signifie règle ou standard, évoquant l'idée de régulation sociale et d'organisation militaire. Au-delà de la référence, et je la cite, la canonicité se reporte à la fois à la qualité intrinsèque proclamée d'un texte ou d'un objet compris dans le corpus de référence et au statut qu'il acquiert par son appartenance à ce corpus. Et elle prend comme exemple les religions qui considèrent comme saints leurs textes canonisés, supposant souvent qu'ils sont, sinon le produit, du moins une expression de l'autorité divine, nous dit-elle. Ainsi, les canons de l'architecture sont en quelque sorte l'autorité divine de la discipline. Ils renvoient à des théories, à des manières de faire, à valoriser ou à dévaloriser certains éléments, certaines approches ou méthodes. Ces canons deviennent ce qui est incontestablement grand, ce qui doit être étudié à l'école comme modèle par ceux et celles qui aspirent à la pratique de l'architecture. Bizarrement, certains idéaux persistent, la forme, la vérité constructive, depuis un certain moment en tout cas. D'autres semblent plus secondaires, certains diront l'écologie, l'équilibre de la planète, d'autres reviendront sur les usages, d'autres sur les vivants, les minorités ou les non-vivants. Bien entendu, lorsque j'invite à remettre en question les canons et les normes, je ne suggère pas de faire table rase de ce bagage culturel, théorique ou historique. Je suis la première à dire qu'il faut le connaître et le maîtriser. Il renvoie à la fois à l'autonomie de la discipline architecturale, mais aussi à son hétéronomie. Néanmoins, il me semble, en tout cas aujourd'hui, grand temps d'interroger les présupposés de ces canons, leur origine, leur pouvoir, leur conformité à un contexte, leur reconnaissance, leur adéquation à un système genré, parfois misogyne, ainsi que leurs dérives. C'est-à-dire ce qu'ils cachent, ce qu'ils ont participé à invisibiliser, à ne pas valoriser, voire même à dévaloriser. Ces canons, ils ont été conçus, théorisés, ils ont structuré une histoire et un savoir. En 1980, comme on le voit sur la slide, les architectes du collectif féministe Matrix, en ce moment il y a une exposition à Londres sur ce collectif-là, tentent justement d'aborder cette question. Alors, ces architectes féministes disent, là j'ai traduit de l'anglais, mais je les cite, les femmes ont une perspective, en 1980, les femmes ont une perspective différente de leur environnement des hommes qui l'ont créé, parce qu'il n'existe pas de tradition féminine dans la conception des bâtiments. Nous voulons explorer de nouvelles possibilités que les récents changements dans la vie et dans les attentes des femmes vont permettre. Dans leur proposition, il ne s'agit pas d'essentialiser la femme, de dire que les femmes seraient, penseraient ou concevraient différemment. Ce n'est pas l'objectif.
Chaque personne, peu importe son sexe, pense et conçoit différemment. Là où elles n'ont pas tort, c'est que le référent est masculin. Quand je dis masculin, c'est bien une construction sociale, à la base d'un rapport inégal entre dominant et dominé. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'elles ont tort. Ce que disent les architectes de ce collectif est en réalité faux. Il existe des traditions féminines dans la conception spatiale et même des traditions féminines et féministes. Néanmoins, en 1980, ces traditions étaient peu connues. Et je me rends compte qu'elles sont toujours peu, même très peu connues en 2020. Et ce, dans un milieu qui devrait les connaître. Donc, j'ai fait un exercice très banal. J'ai accès au syllabus, au fiche Taiga pédagogique de 2 écoles d'architecture. J'ai recensé dans les bibliographies le nombre d'ouvrages rédigés par des femmes qui reviendraient sur ces traditions féminines ou féministes ou remettant en question le canon masculin. Alors, je n'ai pas eu accès à toutes les bibliographies, mais pour vous donner une idée, enseignement sur le dessin, 7 ouvrages, 1 par une femme. Géométrie, 3 ouvrages, pas de femmes. Histoire, plus de 24 ouvrages, 2 par des femmes. Studio, 5 ouvrages, pas de femmes. Ambiance, 10 ouvrages, pas de femmes. Sociaux de l'habité, revenant principalement sur les usages que des femmes. Histoire en Europe, 10 ouvrages, pas de femmes. Projeter l'urbain, 5 ouvrages, pas de femmes. Histoire, 9 ouvrages, une femme. Studio sur la métropole, 7 ouvrages, un couple hétéro, donc une femme. Bon, et je vais pas continuer la liste, mais plutôt donc de revenir sur ce référent masculin, sur ces canons, de les déconstruire pour vous montrer en quoi ils participent à rendre notre cadre de vie peu adapté à la diversité des corps. Vous trouverez sur YouTube des échanges là-dessus. Léopold a énormément écrit là-dessus. J'ai fait un entretien aussi avec la Maison de l'Archi là-dessus. Je préfère rendre visible aujourd'hui des approches que je considère féministes, c'est-à-dire remettant en question de fait la norme. En architecture, ceci reviendrait à admettre qu'au lieu de parler d'un point de vue qui se veut et se présente comme étant neutre ou universel, prendre conscience que cette neutralité n'existe pas. Stéphanie, on ne t'entend plus, le micro est coupé. Là, vous m'entendez? D'accord. Donc, je disais qu'en architecture, ceci reviendrait à admettre qu'au lieu de parler d'un point de vue qui se veut et se présente comme étant neutre ou universel, c'est prendre conscience que cette neutralité n'existe pas. Et donc, intégrer la dimension subjective. Comme le dit Isabelle Claire pour les écrits féministes, il s'agit de grossir ce que l'expérience individuelle tend à rendre minuscule. Faire du privé une question politique ou grossir ce que l'expérience individuelle tend à rendre minuscule revient à rendre visible le genre comme un élément structurant l'espace. Et oui, c'est revenir encore et encore, malgré tout, sur la division sexuelle du travail, faisant entrer la catégorie du travail domestique dans la conception urbaine et architecturale. La slide prochaine nous montre que ce travail domestique, on ne le monétise toujours pas. Aujourd'hui, et selon les chiffres de l'INSEE, ce travail domestique incombe à 72% aux femmes, sans compter la charge mentale, et ces inégalités ne s'amenuisent que très lentement. Ce travail domestique qui accable les corps, inutile de revenir ici sur les pubs, et là je ne vous montre pas des pubs des années 50 comme on a tendance à le faire, mais des pubs toutes très récentes, bien sexistes, qui considèrent encore le ménage comme une histoire de femmes, de bonnes femmes. Le ménage serait soit effectué par les femmes, sinon une aide aux femmes, mais jamais pour ce qu'il est, le ménage. Dans Caliban et la sorcière, l'ouvrage qu'on voit dans la prochaine slide de Silva Federici, l'autrice se demande comment Marx a-t-il pu passer à côté du rôle de la reproduction sexuelle et comment Foucault a-t-il pu oublier la chasse aux sorcières comme technique disciplinaire. Dans cet ouvrage, Federici porte son propos sur un organe dont Marx avait ignoré la force politique et économique, l'utérus. Et elle nous dit, je la cite, « L'exploitation des femmes a une fonction centrale dans le processus d'accumulation capitaliste.
dans la mesure où les femmes sont les reproductrices et les productrices de la marchandise capitaliste par excellence, la force du travail. Et elle montre plus loin, et je la cite encore, que le corps a été pour les femmes dans la société capitaliste ce que l'usine a été pour le travailleur salarié, le terrain originel de leur exploitation et de leur résistance. Fin de la citation. Or, le travail domestique des femmes, si je ne prends que celui-ci, est un présupposé dans la conception architecturale. Bien entendu, les représentations visuelles le montrent, mais disons que les représentations mentales y participent aussi et encore aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pourrait croire. L'historienne de l'architecture Dolores Hayden a rendu visibles les projets spatiaux des matériels féministes au XIXe et XXe siècle, qui reviennent justement sur deux points d'ancrage, l'un d'ordre économique et l'autre spatial. À travers les idées de certaines femmes, elle nous montre la multiplicité des organisations spatiales et stratégies déployées pour contrer ce travail invisible et non reconnu. Elle nous montre comment le privé est une question politique, comment la remise en question d'une norme induit des transformations spatiales, sociales, et appelle à une remise en question d'un régime économique, le capitalisme. Pour ce faire, elle nous donne l'exemple des maisons sans cuisine. Je vais vous montrer quelques projets tout à l'heure, mais je vous transmets juste l'idée principale. À la cuisine rendant invisible le travail des femmes, confinant, pour reprendre un mot à la mode, les femmes, ou disons-le comme Silva Federici, exploitant les femmes, les matériels féministes ont décidé de sortir cette pièce de la maison et de l'installer à l'échelle du quartier. Ainsi, la prise en charge du travail en cuisine a été soit reprise par des tierces personnes rémunérées, ou sinon à transformer la cuisine en un dispositif visible, collectif, en capacitant les femmes à se retrouver, disons-le en non-mixité, pour rendre leurs paroles audibles. Espace collectif plutôt qu'individuel, visible, faisant office de lieu de rassemblement. Là, je vous parle de la fin du XIXe siècle. Elles permettent ainsi de déployer le concept d'économie domestique coopérative, c'est-à-dire de délivrer les femmes du travail domestique. Elles permettent à celles qui le souhaitent de sortir de chez elles pour aller travailler, aux autres de se regrouper dans cette cuisine commune, transformant les cuisines en un lieu ayant les caractéristiques d'un espace quasiment public, mais aussi et surtout au travail domestique, en l'occurrence le travail en cuisine, d'obtenir une reconnaissance, de devenir un travail rémunéré. Et elle prolonge, ces matériels féministes, cette réflexion à la buanderie, à la garde des enfants, etc. Mais surtout, l'intérêt de tout ceci est l'organisation urbaine qui en résulte. Cette organisation est revue, transformée, une organisation sociétale valorisant économiquement le travail en cuisine. Ici, c'est la remise en question d'une norme qui a fait du privé une question politique. Donc, dans les exemples qu'on voit à l'écran, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la cuisine a permis des transformations à l'échelle urbaine. Et dans la slide d'après, si je ne me trompe pas, dans la suivante, là, on voit comment chaque 4 maisons sont construites autour d'une cuisine centrale. Enfin, ce n'est pas uniquement une cuisine, ça inclut une buanderie, etc. Mais comment les cuisines ne sont plus à l'intérieur des maisons, mais attenantes à 4 maisons. Et dans la slide d'après, ce qui est assez rigolo, c'est que la féministe que nous voyons là à l'image a imaginé un réseau souterrain assez complexe qui permettrait justement la distribution d'une cuisine centrale vers les maisons du quartier pour subvenir aux besoins alimentaires de ces ménages-là. Et donc, après, ça renvoie à plein d'autres interrogations, notamment écologiques, etc. Mais au 19e siècle, ça renvoyait quand même à un fonctionnement urbain assez complexe pour répondre à une question qui était vraiment d'ordre privé à l'époque. L'idée forte de Federici est alors qu'il faut revendiquer l'abolition de toutes les formes d'exploitation. Elle nous dit « Notre tâche en tant que féministe n'est pas de dire à d'autres femmes quelles formes d'exploitation sont acceptables, mais d'alimenter une puissance collective qui nous permette de ne pas nous vendre, de quelque manière que ce soit. Faisons-le en revendiquant nos moyens de reproduction, la terre, l'eau,
la production des biens et de connaissances et notre pouvoir de décision, notre capacité à choisir la vie que nous désirons. Yasmine Lahri, première architecte femme au Pakistan, s'en est emparée pour justement transformer le statut, la place et la reconnaissance des femmes. Cette question de la cuisine semble traverser le temps et la géographie. Dans les milieux ruraux au Pakistan, les poêles traditionnelles à bois engendrent des problèmes respiratoires, oculaires à leurs usagers, donc aux femmes, et contaminent la nourriture cuite via ces fours, affectant surtout les enfants. Alors, dans la conception du chula, le chula, c'est ce dispositif-là, Lahri explique: nous avons rehaussé le statut des femmes, car auparavant, comme on le voit dans l'image de gauche, elles étaient assises par terre sur ce poêle à flamme nu pour cuisiner. Avec cette nouvelle configuration, nous les élevons, car le chula est une plateforme en terre. Leur statut dans la société est élevé, elles ne sont plus assises tout le temps par terre, dans ce qui est considéré être le domaine de la saleté. Le chula reste propre et s'il est endommagé, il est facile de le réparer avec de la boue. Il y a aussi une dimension de fierté que les femmes y portent davantage d'intérêt et de fait, les hommes se comportent différemment à leur égard. Ici encore, il est question d'un déplacement à la fois social et spatial. Faire d'un four un espace en soi réorganise l'espace et son rapport aux autres personnes. De ce projet, comme on le voit après, est né tout un programme, dans la slide d'après, pardon, tout un programme ayant pour vocation le gain en autonomie des femmes, sur lequel je ne reviens pas, mais qui est assez documenté sur le web, donc des femmes qui transmettent entre elles un savoir-faire qui est celui de la construction de ces chulas, voilà, et qui se répand de village en village. Alors, un même sujet, la cuisine, permet dans les deux cas des organisations spatiales remettant en question des organisations sociales. Plus proche de nous, dans ce qu'on voit maintenant à l'écran, des architectes féministes allemandes sont justement revenues sur cette question organisationnelle en la rendant plus explicite. Loin d'un déterminisme socio-spatial, l'idée est vraiment de remettre en question le fonctionnement capitaliste de la société pour proposer d'autres fonctionnements possibles. Elles ont conçu donc des coopératives qui rassemblent des femmes pour mettre en place des projets, souvent de co-housing, répondant aux besoins peu pris en compte de ces dernières, notamment des mères célibataires avec enfants, des femmes jeunes ou âgées, des couples lesbiens, etc. Dans cette perspective, l'idée est de pouvoir créer, pour celles qui le veulent, des lieux délivrés pour un temps de la domination masculine, permettant de changer les rapports interpersonnels et de donner les moyens aux femmes de prendre leur autonomie. Dans ces opérations, de plus en plus nombreuses, ce qui ressort principalement est le fonctionnement, ou du moins la volonté d'un fonctionnement plus horizontal, ou dans les quelques cas où les hommes sont autorisés d'habiter, les prises de décision reviennent tout de même aux femmes. De nombreux espaces sont partagés et collectifs. Plusieurs des opérations ont la volonté d'être intergénérationnelles et d'intégrer des classes sociales différentes. Les modèles de gouvernance ont un rôle majeur dans ces opérations. Alors effectivement, contrer l'exploitation capitaliste a dans la plupart des engagements féministes mené à proposer des coopératives de femmes comme un lieu privilégié d'expression et d'empowerment sous tous ses aspects. À chaque contexte, la forme de ces coopératives change, mais la recherche d'autonomisation, de visibilisation, d'émancipation, de solidarité, de sororité persiste. Mais encore plus, ce qui ressort est la nécessité d'un espace à soi, permettant de faire et d'être en dehors de ce qui fait norme. Les architectes de Matrix, donc ce collectif féministe, l'ont bien dit. L'architecture, les bâtiments ne contrôlent pas nos vies. Ils reflètent les valeurs dominantes de notre société, les points de vue politiques et architecturaux, les demandes des gens et les contraintes économiques. Mais nous pouvons y vivre différemment de ceux qui étaient initialement prévus. Les bâtiments ne nous affectent que dans la mesure où ils contiennent des a priori sur les femmes, sur notre place, sur ce qui est privé et ce qui est public, sur ce qui devrait être séparé ou regroupé. Mais cela ne détermine pas comment nous vivons. Dans quelle mesure alors ces considérations et d'autres sont-elles féministes?
un autre collectif d'architectes espagnols, beaucoup plus jeunes, donc, qui est en activité dans les années 2010, qui s'appelle Punt 6, explique. Féministe, c'est un concept. On a commencé à comprendre que l'espace n'est pas neutre. Il est patriarcal et capitaliste. Parler de féminisme est une façon de le retourner, d'inverser les priorités. Ou je dirais plus précisément, c'est de revenir à la complexité de la vie quotidienne. Récemment, quelqu'un m'a dit que ces histoires de bonnes femmes, ces histoires de ménage, de cuisine, de lessive et de vaisselle sont d'une autre époque, que les écarts existaient toujours mais qu'ils avaient tendance à se réduire, que la femme était aujourd'hui l'égale de l'homme. Ah bon, ce n'est pas le cas. Les femmes sont loin d'avoir l'espace, le temps et le salaire pour elles. Et si cela peut vous paraître encore lointain en tant que jeunes étudiants et étudiantes aujourd'hui avec nous, portez-y attention. Vous n'y êtes sûrement pas encore dans votre trajectoire. À votre âge, les différences sexuées se sentent et se vivent peut-être ailleurs. Une femme de 20 ans va plutôt intégrer le fait de ne pas porter une mini-jupe si elle sait qu'elle rentrera à 3 heures du mat en passant par certains quartiers. À 30-35 ans, ces intégrations bougent, elles se déplacent, elles renvoient à des questions d'espace, de temps et de salaire. Capitalisme oblige. L'intégration de ces stéréotypes sexistes par la société a, somme toute, pour conséquence de renforcer les inégalités dans les relations hommes-femmes. On peut continuer de croire que le temps réparera ces attitudes discriminatoires. À mon avis, ce n'est pas trop le cas. On peut alors se dire qu'il est possible, avec ce que nous savons faire, la programmation, la conception spatiale, faire bouger certaines manières de faire. La démonstration est faite, on le voit à l'écran. Nombre de chercheurs ont montré que l'espace était aussi moteur d'inégalités genrées. La cour d'école est genrée, les toilettes publiques sont genrées, les espaces de loisirs sont genrés, l'espace public est genré, l'espace domestique est genré, les transports en commun sont genrés. Et les chiffres ne changent pas, en tout cas pas assez et pas assez vite. Et l'égalité est loin d'être appliquée. Comment faire aujourd'hui pour être capable de penser au-delà de ce qui nous est demandé? Et pourquoi? Parce que l'état de notre planète semble plutôt mal aller. Là, je monte à un niveau macro. Je nous laisse sur cette lecture, et là, je vais vous lire un petit texte très court. Donc, un texte de Federici, mais d'un autre ouvrage d'elle. Mais c'est reconnaître que le choix et le contrôle de nos corps ne viendront pas d'une réduction du nombre d'enfants, du droit de ne pas en avoir ou du travail salarié. C'est en construisant un pouvoir collectif qui forcera l'État à céder les ressources dont nous avons besoin pour nos familles et nos communautés, pour que nous n'ayons pas à prendre 2 emplois, à passer notre vie à la gagner, à abandonner des enfants dont nous ne sommes que les mères porteuses ou à les faire adopter. Sortir du foyer, se battre pour l'égalité, ça ne suffit pas. Nous devons nous réapproprier les ressources, travailler moins, reprendre le contrôle de nos vies et prendre nos responsabilités pour le bien-être d'un monde plus vaste que celui de nos familles. À la pauvreté économique s'ajoute la misère de vivre dans un monde où nous voyons des signes de mort, où que nous nous tournions. Les oiseaux disparaissent du ciel, les rivières deviennent des décharges chimiques, nous n'avons plus le temps pour l'amour, l'amitié, pour apprendre des choses nouvelles. Le capitalisme nous a fait perdre le sens de la magie de la vie. Je m'arrête là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou envie de débattre de certaines choses. Merci beaucoup Stéphanie. J'en profite juste pour dire que vous pouvez poser des questions, bien évidemment, soit sur Zoom dans la discussion, soit sur Facebook, sur le Facebook Live, et moi je les porterai à Stéphanie et à Léopold. Léopold, je te laisse réagir peut-être à l'intervention de Stéphanie. Oui, merci beaucoup. Je peux déjà commencer par dire bonsoir à tout le monde et puis un grand merci à Léa pour cette invitation. Et comme je le disais à Stéphanie et Léa,
j'étais pas sûr de mériter de voir mon nom inscrit à côté du terme de féminisme et d'autant plus de le faire avec Stéphanie, dont c'est vraiment le cœur du travail, comme vous avez bien pu vous rendre compte. Mais bon, je vais faire de mon mieux, mais j'ai l'impression quelque part que ma petite intervention dans un moment sera peut-être une réponse en soi à la présentation de Stéphanie dans ce que ça peut compléter, tout simplement, plus que débattre. D'accord. Peut-être le temps que tu lances ta projection, j'avais une petite question pour Stéphanie. J'aurais voulu savoir ce que tu nous as montré est lié aux recherches que tu mènes depuis maintenant un peu plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. J'aurais voulu savoir quelle a été la réception de ce travail dans le milieu de la recherche, dans l'enseignement, par les architectes. Est-ce que tu vois une différence entre la manière dont tes travaux sont reçus aujourd'hui par rapport au début des années 2010 ? Je peux dire qu'au début des années 2010, en France, il n'y avait pas réception à mes travaux. Donc la seule réception que j'avais eue, c'est drôle parce que je le racontais à une copine tout à l'heure, c'était Léopold qui m'avait interviewé pour un podcast, et à part lui, mon sujet était... il n'y avait pas de colloque où je pouvais participer. Et ensuite, quand je suis arrivée à l'école de Grenoble, qui est une école très ouverte d'esprit, on m'a donné le choix de monter le cours que je voulais. Et le premier cours que j'ai monté était sur les féminismes, avec 5 étudiants inscrits. Et au bout de 5 ans, dans un cours très similaire, j'avais plus de 30 demandes d'inscrits. Donc, je pense qu'il y a une réelle demande de la part des étudiants et des étudiantes sur le sujet. De la part du milieu architectural aussi, parce qu'aujourd'hui, ce sont des critères un peu politically corrects qui apparaissent dans les concours, où la notion de genre devient une autre case. Après l'écologie, c'est le genre, voilà. Ça devient aussi une case à cocher, donc... il y a des demandes comme ça, mais je pense quand même qu'il y a, avec MeToo, avec toutes les discussions qui se passent autour du MeToo, quand même une sensibilisation à ces questions localement. Après, voilà, c'est un sujet qui est très vieux dans d'autres pays pour des raisons politiques, économiques et sociales. Mais voilà, c'est ce que je peux dire du contexte français de manière assez rapide. Merci beaucoup. Et peut-être que maintenant que je suis moins prise au dépourvu, désolé, je peux aussi dire que Joyce Boyce, qui faisait partie donc du Matrix Collective et qui a été d'ailleurs l'une des contributrices du Funambuliste à un moment, travaille aussi énormément sur le validisme aujourd'hui. Donc c'est intéressant aussi de voir les croisements qui peuvent être faits entre... et que d'ailleurs Léa avait bien fait dans l'intitulé de la conversation d'aujourd'hui. Dès qu'on touche au corps, on touche autant au genre qu'au validisme ou à bien d'autres considérations d'essentialisation des corps. En fait, peut-être que Stéphanie, tu peux nous en dire plus. Alors tout à fait, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je jugeais que dans l'échange qu'on avait eu à la Maison de l'Archi, qui est aussi en ligne, on avait beaucoup tourné autour de ça et j'avais envie de présenter autre chose, mais je pense que la question du corps, reprenant Federici, bien sûr, elle part de la femme, mais c'est pour parler de toutes les minorités, donc valide, le corps valide, le corps invalide, le corps hors norme. Et moi, je reviens toujours sur ces questions parce qu'en école d'architecture, la première chose qu'on apprend, c'est quand même la mesure du corps, les représentations du corps dans l'espace. Donc, ce sont des termes qui, dès la première année, nous accompagnent et qui, d'une certaine manière, peuvent nous emprisonner. Je ne dis pas qu'elles nous emprisonnent, mais elles peuvent nous emprisonner parce qu'elles finissent par devenir... normative. Et qu'il est grand temps, à mon avis, de les interroger. C'est-à-dire,
en définitive, oui, on travaille sur ce corps de manière normative, mais est-ce qu'on pourrait justement l'explorer à partir de thématiques plus subjectives, plus ouvertes à la diversité, etc. Merci beaucoup. Léopold, est-ce que tu veux peut-être nous présenter ta projection et puis on échange ensuite? D'accord. Alors, c'est moi qui suis aux commandes ce soir. Je suis en train d'apprendre sur le tas comment gérer un Zoom. Alors, allons-y. Est-ce que ça fonctionne? On ne le voit pas en plein écran. Ah si. Là, c'est bon? D'accord, très bien. OK. Eh bien, allons-y. Encore une fois, merci pour cette invitation. Et donc, comme je disais, je prends comme un honneur le fait de faire partie de ces histoires de bonnes femmes et tâcherai d'en être digne. Peut-être pour vous donner une idée de quel féminisme au pluriel, moi, influence mon travail. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis capable de rendre quelque chose à ce féminisme, mais en tout cas, les féminismes qui m'influencent sont les suivants. Voilà, quel féminisme. Et puis oui, vu le sujet aujourd'hui, donc quelle politique spatiale cela implique également, parce que c'est la dimension spatiale qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, c'est un féministe anticolonial. Pour moi, c'est extrêmement important de voir que quand on parle de peuples colonisés, on parle a fortiori d'au moins la moitié de ce peuple étant des femmes. Et donc, ça me permet en plus de faire la jonction avec la révolte palestinienne en cours contre le dépeuplement israélien. Et de voir de quelle manière, comme certaines l'ont bien dit, la lutte palestinienne est une lutte pour le féminisme également. Et donc voir de quelle manière spatialement l'apartheid israélien étant extrêmement spatial et architectural dans la manière dont il s'organise, enfin c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. On peut voir que bien évidemment, comme dans tout autre système hétéropatriarcal, ce sont les femmes qui, à beaucoup d'égards, en payent le prix, notamment le chiffre que donne l'organisation Visualizing Palestine, avec un certain nombre de personnes enceintes palestiniennes qui ne peuvent pas franchir les checkpoints militaires israéliens, et avec des conséquences absolument tragiques. Les féminismes qui m'influencent, ce sont aussi les féministes abolitionnistes, c'est-à-dire les féministes qui refusent le système pénal ou le système carcéral, enfin généralement les deux ensemble, comme solution de l'hétéropatriarcat. Donc avec d'un point de vue de l'abolitionnisme, vraiment le travail de Ruth Wilson Gilmore qui je pense, qui influence absolument tous les abolitionnistes au monde. Et puis plus spécifiquement sur la question féministe, Gwenola Ricordo en français, un livre que je vous conseille beaucoup, qui donc vise à l'abolition du système pénal, et non pas juste évidemment l'abolition de l'immeuble qu'on appelle la prison, mais bon voilà, on est architecte et donc ça nous concerne aussi. Dans le refus total qu'il y a, la nécessité d'un refus total à construire des prisons. Ce sont des féministes antiracistes et en particulier des féministes qui se méfient comme de la peste de la manière dont, justement, un petit peu comme Stéphanie disait que le féminisme pouvait devenir, enfin le genre pouvait devenir d'une certaine manière un discours qui vient renforcer l'ordre dominant plutôt que le démanteler. Bon, bien évidemment, c'est un féministe qui est récupéré, mais un féministe qu'aujourd'hui, on peut tout à fait entendre dans des voix extrêmement conservatrices, car c'est un féministe, dans ces cas-là. Enfin, je ne sais même pas s'il faut l'appeler féministe, mais je pense que c'est intéressant quand même de l'appeler comme ça pour ne pas trop rapidement se dire « non, mais ça, ce n'est pas du féminisme ». Mais c'est un féminisme qui pense qu'il y a des cultures, et notamment
notamment qui visent les communautés arabes et musulmanes en France, qui seraient plus patriarcales que d'autres, alors que clairement, on le voit bien, ou des quartiers qui seraient plus dangereux pour les femmes, alors que, comme la première personne à me l'avoir dit, c'est Chris Blash. J'ai vu que Pascal était dans les invités ici, qui était présente lors de cette conversation, alors que l'endroit le plus dangereux aujourd'hui pour une femme, statistiquement parlant, ce qui est d'une tragédie sans nom, malheureusement, ce sont des espaces familiaux. Donc voilà, donc on a des personnes comme ça, des intellectuels qui se battent contre cette récupération du féminisme par des idéologies de suprématie blanche et fasciste. Ce sont des féministes anticapitalistes, donc là je rejoins Stéphanie, mais notamment aussi à dire que quand on parle du travail et des espaces de travail, il faut aussi penser aux personnes dont c'est le métier, qui sont exploitées en permanence. Et là, je voulais saluer la victoire des grévistes de l'Ibis de Batignolles, qui viennent d'obtenir, après 2 ans de grève, qui viennent d'obtenir à peu près toutes les revendications qu'elles faisaient, mais ce sont des mouvements transnationaux qu'on voit un peu partout dans le monde, et notamment on parlait des femmes qui sont en charge de certaines tâches chez elles, mais il y a aussi les employés de maison, dans des pays plus que d'autres, mais y compris en France, qui sont généralement invisibilisés de cette analyse-là. Ce sont des féminismes qui sont non transphobes et non putophobes, et de manière générale des féminismes queer, c'est-à-dire qui refusent l'essentialisation de ce que serait déjà à la base qu'une femme, et qui donc pensent le genre comme un gradient, ou comme quelque chose qui n'a pas besoin de catégories nettes et fixes. Et puis, quand on parle des travailleuses du sexe en particulier, même si, là, je mélange plusieurs choses, mais quand on parle des travailleuses du sexe, on parle aussi d'espaces très particuliers, d'espaces de vulnérabilité totale pour les travailleuses en général. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu mon panthéon féminisme quelque part, mais donc voilà, si on parle non plus d'espace mais véritablement d'architecture, voilà ce que je peux éventuellement apporter un petit peu sur la table. Bon, oui, juste pour dire que, disons que le travail, comme Léa le mentionnait tout à l'heure, mon travail sur l'architecture de manière générale part de l'hypothèse selon laquelle l'architecture est toujours violente violente physiquement et toujours instrumentalisée politiquement. Mais il est vrai que notamment dans ces 2 ouvrages, quand j'ai pu essayer de montrer ça, peut-être que je suis encore un petit peu dans une attitude un petit peu traditionnelle masculine de géopolitique et de choses très académiquement disons attribuées plutôt à des chercheurs hommes, et que je délaisse parfois certains espaces où le combat féministe a besoin d'une analyse acérée, on va dire. Et donc peut-être des espaces dont les échelles sont peut-être plus petites que les espèces de grands espaces de la géopolitique tels qu'on aime bien l'enseigner de manière très, encore une fois, assez patriarcale. Et donc de voir à quel point finalement tout l'espace est construit autour de normes qui font semblant d'être basées sur une espèce de, je sais pas, de médian, de standard, de quelque chose comme ça qui a l'air un petit peu objectif et neutre comme ça, mais qui finalement sont tout à fait calibrés sur un corps standard qui, lui, est le corps dominant et qui est, en l'occurrence, le corps que rappelait Stéphanie, le corps valide, le corps blanc, le corps masculin, et cisgenre et valide, je l'ai déjà dit, je crois. Et donc, bien évidemment, on est entouré de formes de représentation de ce standard, mais bon, finalement, c'est presque trop facile, entre guillemets,
de prendre ces standards qui se sont rendus explicites et donc qui se rendent critiquables, alors que finalement, la norme, elle est partout. Donc, elle n'a même pas besoin d'être représentée pour être active. Mais j'aime bien parler de Henri Dreyfus. Alors, ce n'est pas Henri Dreyfus, lui, hein, mais c'est son successeur, entre guillemets. Donc, Henri Dreyfus, designer états-unien, qui donc a élaboré tout un champ de normes, de représentation de normes pour construire un certain nombre d'objets et d'espaces autour de ça, et notamment parce que c'est le genre de système normatif qu'on pourrait, si on n'y regardait pas de trop près, qu'on pourrait estimer comme étant inclusif. Et d'ailleurs, c'est sans doute inclusif. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la notion d'inclusivité, parce que l'inclusivité, c'est ni plus ni moins une norme qui finalement accepte un petit peu de dérangement, de non-normes qui rentrent dans la norme pour mieux l'assimiler. Donc moi, ce n'est pas du tout le système vers lequel j'aimerais me tourner, mais justement pour l'expliquer, voilà. Donc, on se dit, bon, on n'a pas un corps, voilà, on n'a pas le moduleur de Le Corbusier ou quelque chose comme ça, on a des corps qui sont différents, on a des corps qui sont plus fins que d'autres, des corps qui sont plus gros que d'autres, des corps qui sont plus grands, des corps qui sont plus petits. Et tiens donc, on a aussi des corps qui ne sont pas hommes, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et donc, on va aussi infuser une notion de différenciation genrée dans ce système normatif. Alors, j'aime beaucoup ce dessin, tellement il nous montre un certain nombre de choses, à savoir que, et il rejoint là la présentation de Stéphanie, à savoir que quand on fait une différenciation genrée, et Henri Dreyfus est extrêmement explicite à cet égard, bon, c'est un designer des années 50, donc bien souvent, on a des explications bien plus explicites à ce moment-là, où en gros, il nous raconte que son corps masculin qu'il appelle Joe, son corps standard masculin, il va lui servir à construire à calibrer des fauteuils de pilotes de tank, parce que en plus c'est Joe, c'est G.I. Joe, Dreyfus, il a travaillé avec l'armée états-unienne, avec des sièges de bureau ou ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, le corps normé féminin, il va plutôt servir à calibrer d'autres choses, c'est-à-dire il va servir à faire en sorte que le corps standard féminin, c'est-à-dire finalement les corps qui seront le plus proches possible de ce standard-là, et donc a fortiori plutôt des corps qu'on appellerait de femmes, soient à l'aise dans des situations tout à fait données, qui touchent encore une fois au travail, au labeur domestique ou au travail de service à l'époque des années 50, enfin un certain nombre de choses. Mais donc on voit à quel point c'est donc finalement une norme qui influence un design, mais que le design lui-même renforce la norme dans la division dans la division du travail qu'il implique. On peut aussi, encore une fois, être dans l'inclusivité et du coup se dire, bon, bah alors d'accord, on a inclus des corps gros, on a inclus des corps fins, des corps grands, des corps petits, on a même inclus des corps femmes, Dieu sait qu'on est inclusif quand on fait ça. On va peut-être aussi inclure des personnes qui doivent se déplacer en fauteuil roulant. Bref, voilà, on est dans un système qui, en permanence, essaie d'inclure et d'assimiler dans son propre système des corps qu'il peut rationaliser comme étant non normatifs, avec donc tout l'espace qui tourne autour qui devient calibré là-dessus. Alors, moi, donc comme je disais, moi, que ce soit dans le design que dans la société, je ne suis vraiment pas un partisan de l'inclusivité, parce que je pense que c'est un système de renforcement du système dominant, en l'occurrence du système hétéropatriarcal ici, mais aussi du système de suprématie blanche et coloniale et capitaliste. Et donc, j'aimerais quand même, pour ne pas finir là-dessus et vous laisser peut-être un petit peu désespéré quant à nos capacités d'agentivité en tant que designer et architecte à révolutionner, à ne pas fonctionner par inclusivité, mais fonctionner véritablement
en révolutionnant l'architecture, je voudrais vous parler d'un autre système qui est a priori, si ce n'est non normatif, au moins moins normatif, qui est celui que mes mentors, Shusaku Arakawa et Madeline Gins, ont inventé tout au long des années 80, 90 et 2000, en partant d'abord du monde de l'art contemporain, enfin d'art moderne même, parce que ça remonte, et de la poésie, pour finalement devenir architecte et construire des espaces qui, tels que j'aime bien les présenter, sont des espaces pour des corps des corps qu'on ne comprend pas, en fait, des corps dont on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un corps, on ne sait pas ce que peut un corps, pour utiliser un petit peu une phrase qui nous vient de la philosophie de Spinoza, et on refuse l'idée même d'un usage normatif de l'espace, c'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer un certain nombre d'usages et ensuite calibrer l'espace autour de ça. Pardon, j'ai atteint mes 15 minutes, donc je vais finir très rapidement. Et donc, on va dessiner des espaces dans lesquels, finalement, les potentiels des corps et de l'infinité de différenciation des corps puissent s'exprimer. Voilà, c'est ma dernière image, mais j'ai conscience que ça peut-être, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le travail d'Arakawa et Gins, c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je dis, donc si jamais vous avez des questions spécifiques là-dessus, je serais très heureux d'y répondre. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Peut-être, Léopold, tu peux donner quelques éléments, notamment pour les étudiants qui nous écoutent, de contexte et de réception et historique de contexte des projets que tu viens de présenter. Dans quel cadre est-ce qu'ils ont été montés, comment est-ce qu'ils ont été appréhendés et quelle place ils tiennent dans la théorie de l'architecture. Oui, ça ne te dérange pas trop parce que du coup, le temps des 15 minutes a un peu écourté la fin de ta présentation et je pense que c'est assez important d'avoir ces éléments, notamment pour les étudiants et pas que d'ailleurs aussi les architectes qui nous écoutent. C'est intéressant. Moi, la façon dont je parle de leur travail, donc Arakawa et Madeline Gins, c'est ma propre manière. Hein. C'est pas leur. Moi, je le lis toujours de manière très politique, donc un petit peu en guise de oui, d'exemple finalement de révolutionnaire en architecture, on va dire. Mais c'est pas du tout, enfin révolutionnaire, ça leur poserait aucun problème hein, comme terme. Mais disons qu'ils n'avaient pas forcément une lecture aussi explicitement politique. Mais oui, d'ailleurs, j'avais pas fini mes slides en fait. Je me rends compte. J'avais un texte que je voulais lire de Madeline Gins qui est l'un de mes poèmes féministes préférés. Et pas forcément mon préféré, mais ce que j'aime bien, c'est que pas beaucoup de personnes connaissent Madeline Gins. Et du coup, je trouve ce poème de 1984 très beau. Par contre, je pourrais jamais lui faire l'honneur d'une traduction en français, donc je vais vous le lire en anglais, mais je vais le remettre sur l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi, avec mon accent, vous induit pas en erreur. Mais donc voilà, le poème s'appelle All Men Are Sisters. Et puis, donc c'est donc un extrait de ce poème qui est plus long. Mais allons-y. There simply could not have been a woman who could have said left side, right side, then stuck to it. For a woman, it is a question of at least 7 sides, at least one for heavy you. Such subtlety contributes to the subtle difference. One thing men haven't realized is that unlike them, all men are mortal, women do not die. This makes all the difference. Although some women, having been browbeaten by sheer syllogistic brawn, have at times pretended. Most women do not look like themselves, although many women do assume the form of woman. Some are men, other gas and electricity, and still others are indistinguishable.
Often being constructed of living material, women are a volatile force in society and as such dangerous. Voilà, c'est un texte que j'aime énormément, qui est vraiment, enfin, pour moi, c'est du Judith Butler avant l'heure. Enfin, cette idée que voilà, les femmes, certaines femmes prennent la forme de femmes, d'autres prennent la forme d'hommes, ou alors d'autres prennent la forme de gaz, d'électricité. Enfin, une espèce de désenclavement d'une notion de corps normatif que je trouve vraiment très génératrice en termes de ce que ça peut vouloir dire architecturalement parlant, et donc leur architecture qui vient après, hein. Donc 1984, c'est l'époque où Arakawa fait encore énormément de peinture et Madeline de la poésie. Et donc ils sont devenus architectes sans jamais passer par une école d'architecture. Désolé pour toutes les personnes liées à des écoles d'architecture, c'était à peu près tout le monde ici, à part moi. Enfin si, parce que moi j'ai quand même étudié l'architecture, mais et donc quand tu posais, oui, désolé, je tutoie Léa qui me vous voit dans des par moments plus solennels, mais Léa, quand tu me posais la question de la réception, bah, c'est un petit peu comme Stéphanie. De leur vivant, ils étaient presque une farce, presque dans l'espèce d'intelligentsia new-yorkaise, parce qu'ils étaient basés à New York et puis ils ont fait de l'architecture au Japon également, d'où Arakawa est à la base. Et puis aujourd'hui, moi, je vois qu'on est quand même, une petite communauté de personnes qui ont travaillé avec eux, qui veulent toujours mettre en avant leur travail et tout ça. Et je vois qu'au final, aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiantes et d'étudiants en architecture ou de jeunes architectes qui nous sollicitent pour nous demander, enfin voilà, pour nous demander de leur en parler plus et tout ça. Et je vois qu'il y a une réception de leur travail qui est bien plus grande aujourd'hui que ce que ça a été de leur vivant, parce qu'ils sont malheureusement décédés en 2009 et en 2010 et en 2013. Merci beaucoup, Léopold. Je me demandais, Stéphanie, si tu voulais réagir sur la question de l'inclusivité notamment. Et puis, de l'inclusivité, je pense que voilà, on est tous conscients de ces termes un peu balises aujourd'hui qui sont utilisés par... L'idée peut nous plaire, c'est-à-dire parce que le mot est utilisé de manière très très diverse. L'idée en soi peut nous plaire dans le sens où on se dit voilà, qu'on va commencer à réfléchir un peu plus loin, en intégrant peut-être plus de différences, etc. Et après, on retombe toujours dans les mêmes pièges d'une charte à suivre et de ces catégories qui finissent par nous enfermer plutôt que d'ouvrir les possibilités. Mais ce qui est intéressant là et que j'ai bien aimé dans la présentation de Léopold sur une des dernières images qu'il nous a montrées, c'est qu'aujourd'hui on a tendance en architecture à prendre en considération de plus en plus les usages depuis maintenant, on va dire, une cinquantaine d'années, mais de manière progressive et de plus en plus importante, et que là, si on veut vraiment parler d'architecture et d'espace et d'usage, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse les usages et on ne tombe pas dans la polyvalence. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'on n'est pas dans un espace qui peut être transformé en un espace polyvalent, comme on voit par exemple dans certaines communes où on a une salle polyvalente. On est au contraire dans un espace très qualifié, avec des qualités spatiales très différentes, etc., et qui à la fois permettent plein de choses. Et c'est ça qui est peut-être intéressant et qu'on a aujourd'hui du mal à injecter dans nos réflexions. On est soit dans pointer des usages très particuliers, très diversifiés, etc., soit dans la salle polyvalente. Mais que là, c'est l'espace qui, d'une certaine manière,
détermine ou pas, il y a quand même une forme de déterminisme là qui amène en tout cas, qui invite à certains usages. Et cette ouverture, voilà, tu m'avais déjà parlé, Léopold, de ces architectes et j'y avais pas porté énormément d'attention, mais là, je l'ai clairement vu dans ta présentation et je trouve ça, voilà, je trouve que ça pourrait ça rappelle aussi d'autres artistes des années 70, certainement, mais voilà, ça porte à réfléchir cette notion d'usage différemment en fonction des corps, en fonction de ce qui est possible d'y faire. Est-ce que l'exemple des jeux d'enfants et de leur évolution pourrait être pertinent par rapport à ce que vous évoquez? Je pensais à des jeux d'enfants qui, il y a encore 20 ou 30 ans, étaient justement très calibrés par rapport aux âges et aux corps qui sont liés aux âges et aux corps valides et autres. Et finalement, ils sont de plus en plus, comment dire, adaptables à différents corps. Ils sont de moins en moins déterminés dans le fait de descendre le toboggan ou autre, mais ils permettent, comment dire, d'accueillir d'autres types de fonctions tout en étant très qualifiés. Est-ce que ce serait un biais pertinent pour repenser comment dire, cette inclusivité sans tomber dans les travers que Léopold a présentés? Par ailleurs, c'est vrai que le terme des corps d'enfants a été peu évoqué, alors qu'il est soumis, il me semble, aussi aux mêmes contraintes que ceux des femmes, des personnes non valides et autres. Est-ce que tu peux donner juste un exemple, Léa, ou sinon je ne suivais pas, je suis désolée. Je pense notamment là, à une aire de jeu qui a été ouverte dans le 18e près de la Chapelle, alors je n'ai pas le nom des architectes, et ça c'est vraiment idiot, donc je le retrouverai peut-être avant la fin de notre échange, mais où justement on déconstruit l'espace des enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 8 et autres, avec le toboggan et tout ça, et où on a finalement des ensembles d'animaux en bois qui sont à explorer par les enfants, quel que soit leur âge, et finalement qui sans qu'il y ait d'usage prédéterminé, finalement se trouvent être des endroits où les enfants jouent énormément. Et il y a plusieurs exemples là qui m'échappent, qui montrent une manière un peu différente d'appréhender l'espace du jeu, et qui me semble faire écho un peu à ce qu'évoquait Léopold, où est-ce qu'il s'agit en effet d'inclure les autres catégories et les autres corps qu'on classe, ou est-ce qu'il s'agit de penser un espace non pas polyvalent, mais permettant, je ne saurais pas trouver les bons termes. C'est vous les spécialistes. On va parler du champ des possibles, hein, qui est quand même une expression très utilisée en archi, mais effectivement, moi je pense que lorsqu'on sort de l'usage trop déterminé ou de la salle polyvalente, je pense que c'est peut-être... après, voilà, le public peut aussi intervenir. Ça serait chouette d'avoir l'avis d'architecte praticien, peut-être, puisque là, on parle... voilà, on est quand même 3 personnes qui sommes très proches de l'architecture, mais qui ne sont pas non plus tout le temps dans la pratique. Donc, avoir peut-être un regard de l'intérieur qui puisse revenir là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, au fait, ce qui est intéressant, c'est que dans nos 2 présentations, on est beaucoup revenu sur les usages, finalement, sur les usages qui sont caractérisés par des formes. Ouais, alors ce qui est rigolo dans ta question, Léa, c'est que Stéphanie et moi sommes invités mardi prochain par Loïs Paulin, je crois, qui est dans le public, et qui nous invite avec Vincent Romagny, qui a fait un livre sur les aires de jeu au Japon, notamment historiquement, qui sont vraiment impressionnantes dans justement ce qu'elle autorise comme champ des possibles, comme tu dis, Stéphanie, non pas comme justement un espèce de champ des possibles de tu peux faire ça, ça, ça ou ça, mais vraiment genre, voilà, c'est un espèce de paysage. Enfin, moi, j'ai grandi à la campagne, donc en tant qu'enfant, c'est clair qu'on n'avait pas d'aire de jeu à part tout, quoi. Et au moment de revenir en France, quand j'ai créé le magazine The Funambulist, l'une des options auxquelles que je considérais, c'était peut-être de revenir à l'architecture et d'essayer de me spécialiser dans les aires de jeu, justement. Donc, comme quoi, ta question me parle beaucoup. D'autant plus que les enfants, en fait, disons que c'est un corps non normé qui vit véritablement
on va dire, le validisme de l'architecture, enfin la violence de l'architecture de manière extrêmement claire. Hein. Je veux dire, il suffit de regarder un enfant d'1 an en train d'essayer d'escalader des escaliers. Finalement, c'est très accepté et peut-être qu'on a raison de l'accepter en tant que tel, parce qu'on se dit que c'est transitoire, qu'un enfant grandit et que bientôt il atteindra cette espèce de proximité au corps normé tel qu'on les imagine. Mais effectivement, ils sont bien souvent, et là on parle encore une fois d'enfants valides dans notre manière de les approcher, ils sont quand même une représentation assez claire de ça. Et sur les aires de jeu, effectivement, c'est clair que c'est intéressant de voir que plus on programme, moins il y aura d'usage, quoi. Je crois que c'est au parc des Batignolles où il y a une aire de jeu qui est, enfin, je sais pas, je l'imagine plus trop, mais je crois qu'elle n'est pas particulièrement intéressante. Mais juste à côté, il y a une espèce de mur qui est un peu courbé, mais vraiment, avec une pente à 80 degrés, quoi, un truc assez sérieux. Et en fait, les enfants adorent se mettre en haut, donc à 3,50 mètres de hauteur, et à se glisser sur un toboggan à 80 degrés jusqu'au sol. Et effectivement, ça fait bon, mis à part que ce parc est est une bulle d'hétéronormativité absolument totale quand on s'y déplace, c'est quand même cool de voir les enfants effectivement subvertir un petit peu les programmes qu'on a bien voulu leur donner dans cet espace de la ville, d'une ville d'Europe qui, pour ce genre de choses, est plutôt une ville d'Europe du Nord, c'est-à-dire un peu une ville hyper protégée là-dessus. Et donc, ça fait chaud au cœur de voir ces enfants manquer de se casser la figure en permanence, mais au moins subvertir les usages. Mais disons que cette dimension de subversion, voilà, on a tendance de plus en plus à s'en réjouir, quoi. Et c'est ça qui est quelque part un peu triste, c'est-à-dire qu'on tombe tellement dans des espaces normés, qui répondent à des chartes, qui répondent à des labels, etc., que lorsqu'il y a subversion, c'est à se demander, voilà, est-ce qu'il faut subvertir ou peut-être ramollir un peu non. Disons que moi, je pars toujours du principe que les architectes font partie du système dominant et sont là pour véritablement cristalliser les conditions matérielles du système dominant, à part quelques pratiques qui arrivent à penser l'architecture contre elle-même. Et du coup, je pense qu'on a beaucoup de raisons de se réjouir de voir des subversions de cette cristallisation-là. La plupart des architectes ne font pas ne conçoit pas une architecture qu'on a envie de soutenir nous-mêmes. Donc, c'est bien normal au final. J'aurais voulu vous poser une question qui traduit dans l'espace du quotidien un peu les questionnements que vous avez évoqués. C'est la question de la partition homme-femme dans les toilettes des ERP ou des bureaux et savoir si, selon vous, alors là c'est un peu binaire comme question, mais ce sera matière aussi à débat. Est-ce qu'elle est excluante et minorisante ou bien est-ce qu'elle protège certaines personnes vulnérables? Est-ce que la mixité ou la création d'une troisième partition non genrée sont des alternatives heureuses? Et comment les propositions que vient de faire Léopold d'un espace qui finalement ne répondrait ni à la partition, ni à la mixité, ni à la troisième partition, mais qui serait encore une ouverture vers les possibles, quelle forme ça pourrait prendre? C'est pas facile. Hein. Et je vois en plus que dans nos auditeurs et auditrices, je vois qu'on a un auditeur qui a beaucoup travaillé sur cette question, Maë Courdier-Jouanne, qui a publié un texte dans la revue que tu as dirigée. Justement, peut-être qu'on peut laisser à Maë l'occasion si Maë a envie, hein, de revenir là-dessus et puis on rebondira parce que le travail que Maë a fait est quand même assez exceptionnel à ce niveau. Bon. Non. Est-ce qu'on doit donner la parole ou est-ce que ça se fait? Ah oui, c'est peut-être à moi de faire ça, pardon.
Mais juste pour répondre rapidement, il y a eu des tentatives, en attendant que Maë peut-être veuille prendre la parole, il y a eu différentes tentatives pour répondre à cette division genrée des toilettes. Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais il y a eu d'une part le projet de Joel Sanders, donc avec... Bonjour, Ok. Maë ne peut pas prendre la parole. Donc, le travail de Joel Sanders qui visait justement à revisiter les toilettes en les ouvrant à tout le monde et en réfléchissant à l'ergonomie vraiment, en redessinant tout le mobilier qu'on met dans des toilettes publiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a obligé à changer, les règles de construction, les codes du bâtiment qu'on respecte normalement quand on conçoit des toilettes publiques, et par le fait même à changer les normes, c'est-à-dire là vraiment à se dire bon, la hauteur ne convient plus, l'urinoir ne doit plus avoir cette forme, donc une réflexion vraiment à tous les niveaux, autant au règlement, à l'ergonomie et à l'espace. Donc vous le trouvez de toute façon sur son site web, je vais peut-être l'écrire là pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a eu ce genre de travail par un architecte américain qui travaille depuis assez longtemps maintenant sur les questions de genre. Et après, il y a d'autres prises de position, comme Lucille Biarrot qui présentait dernièrement dans sa thèse une autre réflexion qui consiste à dire c'est peut-être juste, je ne veux pas réduire ce qu'elle a dit, mais si j'ai bien compris, elle revenait sur, encore une fois, des questions quantitatives, du nombre de cabinets qu'il y a dans les toilettes publiques et de la place qu'ils occupent, donc l'urinoir vis-à-vis de l'espace des toilettes pour les femmes, et de repenser peut-être à des usages qui permettraient de repenser ces normes au niveau vraiment des mesures, pour être capable de réduire peut-être les files d'attente pour les femmes. Il y a eu un tas d'approches de cette question-là. Après, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que, pour des raisons d'hygiène, les femmes préfèrent rester entre femmes? Non, c'est de risque. Enfin, nous, on a mené une enquête dessus et beaucoup de femmes évoquaient la peur réelle ou fantasmée, mais qu'elles pouvaient avoir d'être le sentiment d'insécurité, en tout cas d'être... et je sais que pour certains aménageurs et aménageuses, c'est une grande question par rapport aux objectifs justement d'inclusivité que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut prendre en compte ce sentiment d'insécurité et dans ce cas-là être excluant, notamment avec les personnes trans? Est-ce qu'il faut, comment trouver la bonne... et je trouve que la réponse de Léopold dans ça était intéressante. Finalement, c'est sortir de ce régime-là. Après, il faut aujourd'hui dire aussi que le régime de la peur a toutes ses raisons d'être parce que les chiffres sont accablants, mais qu'il y a aussi un régime de peur avec des lois de sécurité globale qui commencent un peu à déborder. Donc voilà, c'est toujours trouver l'équilibre entre... Oui, et puis il faut voir ce que c'est que cette peur. C'est-à-dire que s'il y a une peur vis-à-vis de... effectivement, les taux de féminicide à l'échelle mondiale aujourd'hui sont tels qu'il n'y a pas... ce serait ridicule de remettre en cause cette peur, sauf lorsque celle-ci est basée foncièrement sur des arguments transphobes. C'est-à-dire si des femmes font pression pour que des femmes trans n'aient pas accès aux toilettes des femmes, alors... Non, moi, dans le questionnaire, au contraire, certaines femmes disaient qu'elles avaient peur, mais qu'elles n'avaient pas peur des femmes trans. D'accord, non. Mais parce qu'aux États-Unis, il y a quand même des États qui ont fait voter des lois pour que les toilettes publiques ne soient utilisées uniquement basées sur le sexe assigné, le genre assigné à la... donc on est là dans de la transphobie structurelle qui du coup prend place dans cet espace des toilettes, quoi. Et j'aurais voulu vous poser une autre question par rapport, et ça a été évoqué brièvement aussi. On a parlé des enfants et des cours d'école qu'on a vus dans la présentation de Stéphanie et quelque part d'une confiscation de la cour par des jeux
que l'on attribue plus aisément aux pratiques des garçons. Et on peut avoir, il y avait une très belle conférence de Joëlle Zask autour de la place de la République qui disait, je ne dis pas que je suis d'accord avec elle, mais elle disait que pour elle, mettre un skatepark dans l'espace public était une mesure confiscatoire dans la mesure où le milieu du skate est très difficilement perméable aux femmes, que le bruit, et qu'il y a une forme aussi dans le mouvement, dans le bruit autre, d'agressivité, et que c'est une manière aussi de confisquer l'espace public aux femmes. J'aurais voulu vous entendre sur ces questions-là qui peuvent vite, et ça aussi tourner vers une essentialisation des femmes et des hommes, et en même temps qui sont des questions auxquelles forcément on est confronté, que ce soit dans le partage de l'espace public ou là dans le partage des cours d'école, qui forgent aussi après des stéréotypes auxquels on va être confronté plus tard. Moi, je dirais que tout est question d'équilibre. La question du skate qui est ici évoquée est une question de budget en réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on met de l'argent justement place de la République pour faire ce skatepark, et donc quand je parle d'argent, c'est du foncier ici, donc de donner de l'espace aux jeunes. À quels jeunes on donne l'espace pour occuper l'espace public? Donc c'est un peu ça la question, c'est que effectivement le skate est aujourd'hui, alors il y a quand même aujourd'hui de plus en plus d'associations féminines, assez féministes aussi de skate, mais ils sont à court de Vincennes plutôt. Mais bon, quelle est la place aujourd'hui qu'on donne, la place en termes de foncier et d'espace qu'on donne aujourd'hui dans les loisirs? Quelle est la répartition? Parce que Et là, vu qu'il y a Pascal, elle pourra revenir là-dessus, sur des travaux qu'ils ont fait, je pense, à Aubervilliers, si je ne me trompe pas, où voilà, elles ont travaillé avec des associations de jeunes femmes pour leur demander ce qu'elles voulaient faire dans l'espace public. Je ne sais pas si on veut donner, parce que là, j'ai l'impression qu'on monopolise la parole, mais Pascal pourrait... à part le travail d'Edith, Pascal, c'est ce que Chris avait présenté là, à OIB sur votre travail à Aubervilliers, où vous aviez fait cette salle de musique pour pas que pour les jeunes filles, mais partant d'une initiative avec des jeunes filles. Et Villiers-le-Bel. Comment? À Villiers-le-Bel, il me semble. Oui, c'est ça, à Villiers-le-Bel, tu as tout à fait raison. Oui, on peut intervenir. Ah, toutes les deux. Bonsoir à tous. Bonsoir, ouais. Super, merci beaucoup pour vos interventions. C'est passionnant comme d'habitude, et de vous voir ensemble, ça fait beaucoup de bien. La question des jeunes, oui. Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que c'est une préhension de l'espace, mais c'est aussi dicter les choses par ces espaces et ce qu'on laisse faire. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Place de la République, c'est d'abord on dicte un espace, on crée un espace qui est a priori neutre, et un usage s'y installe, et on pérennise cet usage avec les installations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des éléments ont été mis en place pour le skate, ce qui a fait que l'espace petit à petit est grignoté et repris sur l'ensemble du reste de la population qui pourrait s'y exprimer, alors qu'à côté, on avait une bibliothèque avec beaucoup de choses qui s'y passaient, et que ces espaces se retrouvent contraints. Donc ça, c'est la première chose. On parlait des travaux d'Edith Marie-Jules, effectivement, et avec qui on collabore régulièrement, et sur les cours d'école, avec comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, neutraliser. Et neutraliser, ça ne veut pas dire rendre fade, mais c'est au contraire peut-être complexifier, enfin en tout cas rendre possible d'autres usages sur ces espaces. Et ça veut dire qu'on supprime certaines choses. Et parfois, il faut être presque un peu violent, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il faut supprimer le foot, on supprime le foot. Et on réapprend en même temps, parce que c'est un programme qui est à la fois un programme de construction en termes d'espace, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'urbanisme, mais c'est aussi, dans le sens premier de l'urbanisme, c'est aussi de l'organisation sociale, c'est-à-dire que si c'est avec un projet pédagogique, c'est avec des choses qu'on va pouvoir mener ensemble. Donc c'est vraiment cette complexité-là qu'il faut réussir à mesurer quand on conçoit ce type d'espace. Et alors sur les travaux qu'on a pu faire et à Aubervilliers, et à Brive, et à Villiers-le-Bel, effectivement, entre autres, qu'on mène aussi en Inde en ce moment, parce qu'on travaille aussi sur des écoles en Inde, et ces questions-là se posent aussi, de comment est-ce que, là, on est en train de se battre un petit peu pour que les cours d'école ne soient pas transformés à Chennai en espace pour le foot ou en espace pour le cricket. Parce que, de fait, les filles n'auront pas accès. Or, quand on est allé dans des écoles où il y avait exclusivement des filles, des écoles non mixtes, ça nous ramène bien aussi cette question de non-mixité, eh bien,
les filles faisaient du sport. Par contre, dans l'école mixte, elles ne font pas de sport. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de voir que cette préhension et ce que nous, on appelle toujours ce plastique à mémoire de forme, va faire que la domination masculine va reprendre le pas, et avec toutes les normes qui vont avec, puisque la domination des garçons, vis-à-vis des garçons, c'est aussi cette injonction, par exemple, à devoir jouer au foot ou à être exclu. Donc, on voit bien que encore une fois, c'est bien ce système-là qui est en place ici. Pardon, mais l'idée n'est pas de prendre votre espace de parole. Merci beaucoup. Très heureux de vous entendre. Et je me demandais d'ailleurs, je vois dans les participants et participantes plusieurs étudiants dont je connais l'intérêt pour ces questions. Je pense à Camille Doll, je pense à Basile et à d'autres. Je sais que ce n'est pas évident de prendre la parole en public, mais peut-être que le décalage avec la visio permet les choses de manière plus aisée. Donc, n'hésitez pas, ou sinon à écrire un commentaire et à poser des questions. Je pense que ça nous ferait plaisir aussi d'avoir le regard d'une autre génération sur ces questions. En attendant, j'ai une dernière question à vous poser qui n'est pas évidente, qui concerne l'histoire de l'architecture. J'aurais voulu savoir si vous avez vu dans vos différents travaux un impact des courants architecturaux sur une amplitude plus forte de ces questions excusez-moi, c'était très mal formulé, mais je pensais au mouvement moderne, alors qu'il a sûrement été très caricaturé, et je me demandais, est-ce que le mouvement moderne, par exemple, il participe à exacerber certains stéréotypes de genre, à les spatialiser de manière peut-être plus forte, et notamment dans l'habitation, que d'autres courants architecturaux? Est-ce que le postmodernisme, notamment les idées qui véhiculent, qu'on aurait pu imaginer comme un moment qui pourrait, un peu à grand fracas, déconstruire certains dispositifs domestiques sexistes et minorisants, est-ce que finalement, on voit une corrélation entre l'idéologie que porte un courant architectural et la manière dont ces questions de genre et de normativité et autres sont un peu bousculées par les courants architecturaux? Ce n'est pas facile comme question, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre regard dessus, et notamment celui de Stéphanie, qui est aussi historienne. Moi, je dirais, si je prends la parole en premier, que s'il fallait répondre à ta question, Léa, il faudrait déconstruire les courants architecturaux. C'est-à-dire que les méthodes historiographiques qui nous ont permis de lire l'histoire comme quelque chose de linéaire, où à un moment donné, on a un courant qui commence à la fin du 19e, qui est le mouvement moderne, et puis qui, petit à petit, est repris, et on veut toujours dire que le postmodernisme n'est pas un mouvement, et puis à la limite, est-ce que c'est un mouvement, un courant, un style, j'en sais rien. Mais moi, je dirais que toutes ces catégories-là, si on veut parler de féminisme et de manière de déconstruire l'espace, on commencerait tout d'abord par remettre en question cette histoire canonique. C'est ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, au fait, quand je revenais toujours sur notre discipline est construite sur des normes qui sont aussi des récits historiques qui sont historicisés selon des méthodes historiographiques. Et aujourd'hui, on voit bien, enfin, moi, je suis une fervente croyante d'un système historiographique qui remettrait en question cette histoire linéaire découpée de cette manière-là. Et je serais plutôt une fervente défenseuse d'une histoire plus éclatée, globale, avec des connexions différentes, qui nous permettrait de trouver des épisodes dans ce qu'on appelle le mouvement moderne ou dans le postmodernisme, qui renvoient à ces traditions féministes, mais qui ne se rattachent pas au mouvement moderne ou au postmodernisme. Parce que l'histoire telle qu'elle est écrite, elle ne nous permet pas de dire ça. Et au fait, il faudrait justement des récits, je ne veux pas dire alternatifs, parce qu'ils ne sont pas alternatifs, ils devraient être aussi peut-être ou pas canoniques, j'en sais rien, mais d'autres récits qui permettraient de lire différemment ces projets architecturaux finalement. Moi, ce que je rajouterais à ça, c'est effectivement alors comment lire l'histoire et comment lire l'histoire de l'architecture. Enfin, c'est absolument honteux la manière dont on lit l'histoire de l'architecture dans un vide sidéral du reste de l'histoire, et voir à quel point ces mouvements-là sont intimement liés aussi à la cristallisation du colonialisme de peuplement dans de nombreuses géographies, que ce soit au niveau de la France en Algérie
ou ailleurs, que voir comment Le Corbusier a proposé des plans tout préparés pour faire une nouvelle capitale de l'Éthiopie envahie par les armées fascistes de Mussolini, de voir qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas considérés comme le Canada, si un petit peu plus, est considéré comme une colonie de peuplement. Et donc, chaque structure non autochtone construite sur la terre est une manière de renforcer finalement le système de colonialisme de peuplement là-bas. Donc le mouvement moderne en particulier, dans l'espèce de rationalisation de la fonction architecturale qu'il fait, pour moi, va forcément toujours vers un système de domination quel qu'il soit. Alors celui genré, j'en ai pas forcément parlé, à part qu'encore une fois, quand on parle de colonialisme, on parle aussi de dynamique de violence qui s'organise de manière genrée également. Mais j'aime bien donner l'exemple aussi de Brasilia, parce que Brasilia, typiquement, c'est quand même une capitale construite telle qu'on l'apprend en architecture, avec des idéaux socialistes, d'égalité, et tout ça, de Niemeyer et Costa et tout. Néanmoins, déjà, c'est la capitale d'un État colonial qui est le Brésil. On le voit bien aujourd'hui avec l'État fasciste que Bolsonaro a créé, à quel point ce pays est colonial. On nous raconte qu'elle est construite sur rien. La recherche d'un architecte comme Paulo Tavares nous montre bien qu'en fait, c'est encore des entreprises de dépossession des terres et de vol de terres autochtones. Et puis ensuite, on inaugure la ville en 1961. Et en 1964, coup d'État de la junte militaire. Et la junte militaire peut tenir le pays pendant 21 ans parce qu'au final, le pouvoir est présent dans une ville qui est hyper rationalisable, c'est-à-dire rationalisable, qui peut très facilement être contrôlée militairement parce que les logiques ont beau être des logiques dites socialistes. Et bien évidemment, ce n'est pas à faire un procès à Niemeyer. Niemeyer a passé toute la dictature en exil et tout ça. Mais il s'avère que lorsqu'on construit avec une espèce de logique très rationnelle dans son design, et bien finalement, cette logique, elle est tout à fait appropriable à des fins de contrôle. Donc voilà. Et ça répond un tout petit peu à la question que je crois que Marie m'a posée. Ça répond pas tout à fait parce qu'en fait, il faudrait que je revienne encore plus en arrière sur ce que c'est qu'un mur, ce que c'est qu'une porte, ce que c'est qu'une clé, ce que je fais très volontiers par moment, mais là, j'ai pas envie de m'accaparer la parole. Donc. Stéphanie, est-ce que tu veux ajouter quelques éléments pour répondre à la question de Marie moi, je pense, alors certes, je m'étais dit qu'on ne débordait pas après 19h30, mais en même temps, je pense qu'on serait très heureux et heureuse de t'entendre sur le mur, la clé et le beau texte que d'ailleurs tu as écrit sur la clé dans la revue de la Maison de l'Architecture de l'Occitanie, que je trouve très intéressant et sur lequel tu peux donner peut-être quelques éléments et puis on conclura ensuite après avoir entendu Stéphanie. Ah oui, là, c'était moi, n'est-ce pas ? Oui, mais si tu le souhaites. Non, pardon. Je me disais, Stéphanie, tu as aussi écrit un texte sur la clé, il faudrait qu'on discute. Non, mais je pense que c'est bien aussi de donner des éléments de réponse à Marie et à la question qu'elle pose. Bon, j'essaie de le faire de manière aussi synthétique que possible. Mais déjà, quand je parle de violence, j'ai cité Spinoza très rapidement tout à l'heure. J'en remets une toute petite couche très, très gentille, pas du tout universitaire sur la philosophie de Spinoza, mais j'entends la violence d'abord d'un point de vue physique. C'est-à-dire, c'est même pas politique pour le moment, c'est juste l'idée que voilà, nous sommes entourés de murs et a fortiori 99,9% des murs qui nous entourent, peut-être même encore plus, sont construits de telle sorte que nos corps ne peuvent pas les affecter structurellement parlant. C'est-à-dire que tout simplement, j'essaie de pousser le mur qui est à côté de moi. Je vais pouvoir pousser aussi fort que je veux. Le mur a tout de même été fait de telle manière que je ne vais pas y arriver sans une grosse masse ou quelque chose comme ça. Donc, je parle d'abord de cette violence dans la mesure où si j'affronte le mur, mon corps, le mur également, parce qu'il y a une réciprocité, mais mon corps plus fortement va perdre de son intégrité structurelle, va se faire mal tout simplement.
Et donc, je regarde ensuite de quelle manière ces murs sont agencés de telle manière que généralement, il s'opère une certaine porosité dedans, mais qui est très ciblée. C'est ce qu'on appelle une porte. Donc, on décide où est la porte dans le mur, c'est-à-dire où est le mur, où est la partie du mur qui est presque vulnérable volontairement pour laisser un accès. Mais chaque porte vient généralement avec une clé. Et la clé est donc finalement l'objet, ce tout petit objet de pouvoir qui fait qu'on peut changer un mur en un mur vulnérable, c'est-à-dire un mur qui pivote ou un mur qu'on peut pousser, ou bien rester fermé. Et donc, ça crée des conditions politiques, des régimes politiques tels que celui de la propriété privée ou du carcéralisme. C'est-à-dire la clé dans la prison ou la clé dans la propriété privée, c'est l'objet clé, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, une fois qu'on lie finalement tout l'environnement bâti de cette manière, c'est-à-dire de manière extrêmement physique et dans la manière dont, ce que je dis souvent, elle organise les corps dans l'espace, eh ben, on peut regarder à quoi elle sert politiquement, et force est de constater qu'à 99% des cas, politiquement, ces agencements matériels sont là pour matérialiser l'ordre dominant et surtout la violence de ce système normatif ou colonial, capitaliste, tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai essayé de faire aussi synthétique que possible. Merci beaucoup. Stéphanie, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, notamment en réponse soit à Marie, soit à Léopold, ou pour conclure cet échange? Non, disons que pour conclure, moi je compte sur les futures générations, donc sur les étudiants là, qui sont avec nous, pour continuer de réfléchir à des dispositifs spatiaux travaillant de pair avec une émancipation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup Léopold. Merci d'avoir été avec nous pour ce bel échange. Je rappelle que la deuxième rencontre se tiendra mercredi prochain, le 2 juin à 18h, aussi en visio. Elle réunira Mathieu Mercuriali et Augustin Rosenstiel pour aborder la question de la place du vivant dans la ville. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'École d'architecture de Nantes qui permet que cet échange ait lieu, notamment Guillaume Hertaud pour les questions de logistique informatique, le service de la communication et le directeur de l'École d'architecture de Nantes, Christian Dautel, que l'on a aperçu tout à l'heure pour son soutien. Je vois qu'il y a 5 nouveaux commentaires. Sinon, c'est des merci beaucoup, ce ne sont pas des questions. Merci encore à vous et à mercredi prochain, 18h. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.